Alors, on apprend aussi, juste cette nouvelle aussi qui vient de tomber, la justice qui annule l'arrêté préfectoral sur le chantier de l'A69. Maud C'est ça, Koffler. le tribunal administratif de Toulouse a rendu à l'instant sa décision sur la validité de l'autorisation du chantier de l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse. Il annule le projet, le chantier est suspendu. Bon, on va en parler justement dans un instant avec notre invité Jean Lassalle. On se retrouve tout de suite. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Bonjour Jean Lassalle. Bonjour Alexis Poulain. Alors, Bonjour Maud. Pour commencer cette nouvelle sur l'arrêté du chantier de l'A69, comment vous réagissez à cette décision de justice ? Je suis abasourdi et accablé. C'est pas étonnant que notre pays s'effondre de toutes parts. Et j'étais hier au salon de l'agriculture, vous savez comment on me parle. C'est une espèce de dépression latente. Notre pays s'effondre et le tribunal administratif ne trouve rien de mieux, alors que les travaux qu'on est en train de préparer depuis 30 ans sont à moitié achevés, d'annuler. C'est pas croyable. Mais comment voulez-vous que notre pays s'en sorte, Alexis ? C'est impossible. Et dans le même temps, on a le ministre italien des entreprises qui est à Paris et qui met en garde sur la désindustrialisation de l'Europe. On a l'impression que tout le monde marche sur la tête en ce moment en Europe. Non, c'est-à-dire, oui, on a l'impression, mais on marche sur la tête, mais en plus, on ne s'aime plus. C'est-à-dire, c'est une autodestruction. Nous assistons à un autosuicide de l'Europe, de tous les pays. C'est celui qui fera le mieux. Et on y arrive assez bien, il faut le dire. Ah, pourtant, il y a eu des annonces qui ont été faites pour revoir les objectifs 2030 sur les voitures électriques, sur les objectifs climatiques. On sent bien que les technocrates perdent un peu la main. L'élection de Trump aussi a changé la donne. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut reprendre les rênes et arrêter avec ce discours décliniste et dire maintenant on va quand même reprendre nos pays en main ? Ah ben écoutez, cher Alexis Poulain, soit on le fait, mais vite, et on arrête de disserter, et de disserter comme si tout était fini, tout était réglé, comme on le faisait malheureusement pendant les heures sombres de la première partie de l'occupation, ou alors on se réunit et on dit, c'est simple, toute l'Europe disparaît, et il n'y aura plus que les USA, la Russie qui va finalement très bien s'en sortir, et surtout la Chine. Alors, si c'est ce qu'on a choisi, et si la France historique, la France éternelle, a choisi de sortir de l'histoire, autant le dire, c'est pas la peine qu'on se dispute pour rien. Ouais, mais justement, il y a bien quand même. Vous avez créé un mouvement qui s'appelle Résistons. On voit bien qu'il y a beaucoup de questions qui se posent sur ces deux quinquennats d'Emmanuel Macron. Quand on voit l'État calamiteux, 3 400 milliards de dettes, la désindustrialisation, le chômage qui n'est pas mieux qu'avant finalement. Et aujourd'hui, quelles sont les solutions, vous qui avez été longtemps en politique, pour reprendre le contrôle ? Moi, je vois simplement le résultat de la vente aux États-Unis des turbines Arabelle. Quand il est arrivé au pouvoir, ça va faire 7 ans, je crois, d'Alstom a vendu et découpé à la pièce, parce qu'on avait à l'époque, pensait-on, trop d'électricité. Mais c'était le temps où la Russie alimentait largement l'Allemagne, où il y avait encore l'ancien chancelier qui était aux manettes de cette grande firme qui en même temps s'occupait de la Coupe d'Europe des clubs champions, de l'UEFA, le chancelier d'Allemagne. Eh bien, ils ont coupé les robinets depuis. Et même maintenant, ça nous fait défaut. Alors, on nous les a rendus, les turbines. Seulement, elles ont un code à l'intérieur, il n'y a que les Américains qui peuvent s'en servir. C'est-à-dire que nous, on est comme avec les drones qu'on a fait avec eux, il n'y a qu'eux qui peuvent s'en servir. Donc, tout ça pour dire ce que vous... répondre à votre question, si on continue comme ça, nous sommes sous totale dépendance, et il n'y a pas de France actuellement. La France n'existe pas. C'est la France de 1940, après le mois de juillet 40. Et j'entends même pas la voix de la France libre. C'est-à-dire que là, on est à la fois pris d'un côté par l'Union européenne et ses règles de plus en plus folles, et de l'autre côté, la tutelle américaine
qui continue malgré l'élection de Donald Trump et ses dernières annonces. Vous avez suivi les dernières annonces où il propose 25% de droits de douane aux produits européens, où il a expliqué que finalement l'Union européenne était contre les intérêts des États-Unis. Voilà où on en est aujourd'hui. Mais c'est ce que surtout, Alexis, que le président des États-Unis ait fait ça. Après avoir reçu Macron en grande pompe, paraît-il. Et Macron n'a pas encore eu le temps de rentrer en France, qu'il prend ça dans la figure. 25% d'augmentation des frais de douane. Et en plus, il ajoute, l'Europe a été faite, alors que c'était des amis, pour contrecarrer les plans américains. Et vous imaginez un président, mais depuis le début de la Ve République, et certainement avant aussi, on n'a pas eu un président aussi humilié que ça. Donc, moi, honnêtement, je ne vois pas aujourd'hui. Alors, bien sûr, en discutant, on va trouver des raisons d'espérer. Et puisque vous me demandez mon point de vue, je vous le donne. Mais justement, là, ça demande une réponse diplomatique assez forte. Et la réponse des Européens à ces déclarations de Trump, c'est de dire c'est pas vrai, on est un grand marché pour les produits américains. Regardez comme on est gentil. Finalement, il n'y a pas du tout de volonté ou d'organisation de réponse. Est-ce qu'on n'a pas un manquement fondamental, à la fois à l'Union européenne et en France, de vision stratégique? Non, mais c'est 1940, c'est l'esprit de Munich, en 1938. Mais regardez comment on est gentil. On fait tout ce que vous voulez. Mais pourquoi vous nous engueulez quand même? On est pourtant, on ne peut pas faire mieux. Mais si, on peut encore faire mieux. Parce que quand on voit le niveau d'entente qu'il y a entre l'Allemagne, la France et l'Italie, heureusement qu'il nous reste le Royaume-Uni, dont on s'est tellement moqué au moment où ils ont quitté l'Union européenne. Heureusement qu'il y a eux qui, avec nous, ont encore la force de dissuasion, enfin, paraît-il, de dissuasion nucléaire, les Britanniques. C'est peut-être encore les Britanniques qui vont faire le poids. Mais Allemands et Français, Italiens et tout le reste, nous sommes hors jeu. On ne sert à rien aujourd'hui. Diplomatiquement, on s'est aligné sur Washington pendant trop longtemps pour servir à quoi que ce soit, c'est ce que vous dites. C'est aligné sur Washington, c'est aligné, je ne sais pas quel est le jour, qu'est-ce qu'on essaye de jouer ailleurs, pas grand-chose, puisqu'on ne dit plus rien, et surtout, la France est embourbée dans une situation politique inextricable, où des détails, c'est pas des détails de l'histoire, font que, malheureusement, nous ne pouvons plus rien. Mais tout le monde sait dans quel état on est. On sait que on a un gouvernement aujourd'hui, cet après-midi, on n'a peut-être plus. Ça tient uniquement à la volonté, comme on l'avait dit le général de Gaulle, de la dictature des partis qui devrait exister. Est-ce que c'est la dictature des partis ou c'est pas plutôt la dictature, entre guillemets, d'Emmanuel Macron qui refuse le vote, en fait, des Français? Parce que quand il fait la dissolution, clairement, il y a deux partis qui emportent la mise, le Nouveau Front Populaire et le Rassemblement National. Or, Emmanuel Macron fait tout pour empêcher ces deux partis de gouverner et va créer des coalitions au centre qui ont une légitimité très faible. Michel Barnier est tombé et François Bayrou risque de tomber dans les jours qui viennent. Est-ce que ça, c'est pas le fait du non-respect de la Constitution, des lettres de la Constitution par Emmanuel Macron qui décide de dire « j'ai pas de légitimité mais je continue ». Non, je pense plutôt que il joue le rôle... Enfin, on joue le rôle qu'a joué le maréchal Pétain. C'est exactement ça. Alors ensuite, les constitutions, qu'est-ce que vous voulez? Vous pouvez pas expliquer aux Français à longueur de nuit et de jour qu'on ne peut pas travailler ni avec l'extrême droite ni avec l'extrême gauche. Et puis ensuite s'étonner qu'on fasse des alliances au centre qui ne réunissent que quelques personnes tant que le Rassemblement national veut bien et tant que maintenant les puissants socialistes, vous avez vu dans quel état ils sont, continuent de tenir le pays. Mais c'est une aberration. Mais que le tribunal administratif de Toulouse continue, mais qu'on s'amuse. Mais combien de temps allons-nous encore voir le drapeau tricolore, l'hymne français le plus connu au monde après le God Save the Queen, la Marseillaise? Combien de temps allons-nous l'entendre résonner? Mais enfin, ouvrons les oreilles et les yeux. D'ici quelques jours, ça ne durera peut-être pas longtemps, parce que s'ils ont les moyens de mettre le président de la République dans une situation pareille,
c'est qu'à mon avis, il n'y en a pas pour très longtemps pour qu'on nous déclasse d'une manière ou d'une autre et qu'on entraîne la faillite de notre pays et tout le monde dans la rue. Hein. Vous parlez de quoi? Des notes des agences de notation des sur le agences déclassement de notation, ouais. Et puis Dieu sait les effets de bourse, les effets que l'on peut faire sur la monnaie. Vous avez bien vu l'affaire de subprime qui était d'une certaine manière. On peut faire encore aujourd'hui. Ils ont tous les moyens, puisque nous n'existons plus et que nous n'avons plus de bouclier politique. À défaut d'avoir un bouclier militaire, ils peuvent tout nous faire. Et comme c'est quand même beau pour les Américains et les Russes, s'ils peuvent plier en même temps la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, ils vont pas se priver, hein. Ouais, là, on voit qu'ils ont la main avec l'élection notamment de Trump qui retrouve la Maison-Blanche après son départ fracassant. On va marquer une courte pause et se retrouver avec vous, Jean Lassalle, dans un instant. Si vous souhaitez réagir, posez vos questions. 0826 300 300 au standard de Sud Radio. On va parler bien sûr de l'industrie, mais aussi de l'agriculture, puisque c'est le salon de l'agriculture en ce moment et que vous venez d'une famille pastorale. De quoi dire beaucoup de choses sur nos agriculteurs. À tout de suite sur Sud Radio. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité aujourd'hui en plateau avec nous, Jean Lassalle, ancien député, président de Résistons, pour parler de tous les sujets. On parlait à l'instant de cette faillite française, enfin de cette étrange défaite. Vous faites souvent référence à 1940 en disant mais aujourd'hui il n'y a pas de De Gaulle. Est-ce que vous voyez en De Gaulle? Est-ce que vous pensez déjà à 2027 encore? Parce que vous avez été 2 fois candidat. Hein. D'abord, le général De Gaulle, il n'y en a eu qu'un. Il n'y en a pas un tous les jours non plus, hélas. Mais c'est surtout ces acquis qu'on est en train de démolir, de détruire, à commencer par la Ve République, qui était quand même modèle du genre, la restauration de l'État et la recherche qui nous a permis, pendant des décennies, d'être les premiers dans les trains, dans les avions, et même dans les voitures. Aujourd'hui, c'est terminé. Et c'est vrai que la France avait le TGV, le Concorde, le programme nucléaire, le plan calcul. Enfin, il y avait un vrai ministère de la planification, une vraie stratégie. Et aujourd'hui, tout ça est parti. On vit sur nos acquis. La sécurité sociale aussi, un héritage du CNR, hein, qui est en train d'être menacé par une dette calamiteuse. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là, après toutes ces années, alors qu'on avait tant d'atouts? Je pense que c'est malheureusement... notre histoire qui veut ça, c'est qu'à certains moments, il y a des sorties de route totalement imprévisibles pour un très grand pays comme le nôtre. Quand vous regardez la route, et la France de l'autre, c'est sur le monde entier. Et que vous voyez à quel point nous sommes réduits aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a eu une situation d'aveuglement, d'abord, d'autosuffisance, et puis ensuite de chaos, comme 1940, c'est pour ça que j'en parle souvent. Qu'est-ce qui peut nous pousser à devenir aveugles comme on a été en 1940, alors que les premiers soldats partis sur les lignes de front dès 1939 nous disaient déjà que c'était terrifiant ce qu'ils voyaient. On allait attaquer encore avec des divisions à la Mont-Moellonneux, alors que c'était terrifiant de notre côté. On n'a pas tenu compte. On a passé tout le printemps joyeux. Ouais. Et je crois qu'on est aujourd'hui dans cette situation-là. C'est un cas... scientifique que je ne sais expliquer, de cécité collective des dirigeants, de ceux qui devraient avoir la lumière, d'abord de l'information, de la connaissance, et puis de l'intuition. Et aujourd'hui, tout ce que vous venez de rappeler, l'automobile, la voiture, nous ne sommes plus là, parce que c'est les Chinois. Et il n'y a surtout aucune contre-proposition. On est en train... Et une proposition de vaciller. Vous amènez diesel, alors que je me demande bien avec quoi ils peuvent se déplacer, les pauvres gens que je vois. J'en ai vu des milliers hier au salon de l'agriculture dont vous parliez, mais leur grande inquiétude, c'est ça. Ils ont des voitures, ils ne savent même pas si elles seront valables l'an prochain. Ouais, et ça. Pourtant, tout le monde sait que s'il y a un accident avec les nouvelles piles, c'est la bagnole qui prend feu. Ou alors,
Vous avez tout d'un coup le airbag qui vous saute à la figure. Ça, c'est des airbags qui ont été qui vous arrachent la tête. Rappelés, non, mais comment voulez-vous, dans ce cas-là, que les Français aient le moral? Mais là, vous faites référence aux ZFE, hein, les zones à faible émission, qui vont interdire les voitures à critères 3 à 4 d'être en centre-ville. Hein. On en parlait avec Alexandre Jardin, ici, sur le plateau de Sud Radio, qui lance un mouvement contre les ZFE, justement, en disant, en fait, c'est un principe d'exclusion qui va empêcher de nombreux Français de travailler, puisque la voiture, c'est un outil pour aller au travail, se rendre sur place. Et là, il y a des choix technocratiques qui sont faits, qui vont à l'encontre du bon sens. Ah, mais je rejoins immédiatement ce mouvement. Je n'avais pas entendu qu'Alexandre avait lancé cela avec vous. Mais effectivement, on ne peut plus se déplacer. Mais il y a le fait de ne pas... Mais se déplacer... Les enfants. Que vont faire les enfants qui commencent à avoir leur première voiture? On n'a pas la moindre idée de savoir s'il va falloir tous avoir des voitures électriques dont on sait qu'elles ne marchent pas sur des distances pareilles. Il faut que votre femme vienne vous récupérer ou un voisin parce que vous avez la pile vide. Enfin, c'est quand même une réalité. Et en même temps, qu'est-ce qu'il y a comme proposition en face? Rien. Donc, tout ce qui a fait notre ordinaire, tout ce qui a fait que nous étions heureux d'être dans un pays qui vendait les meilleures voitures du monde pendant un moment. Et ce pas les petites qui sont concernées, ni les grandes, c'est toutes les voitures, Peugeot, Citroën, même ces braves Japonais qui étaient venus nous rejoindre, pareil, tout le monde est... appelé à aller se faire réviser, et puis en même temps, il y a donc cette terrible épée de Damoclès du carburant, comme si on se gênait, comme si actuellement M. Trump se gênait, si M. Poutine se gêne, pour en vendre, pour en utiliser, pour en trouver d'autres. Ils veulent fouiller le Groenland, ils vont le faire, et qu'est-ce qu'on a à opposer? Rien. Des mots. On a un plan, pour une industrie verte, décarbonée. On a la filière nucléaire aussi qui devait fermer progressivement. Hein. Rappelez-vous les premières déclarations d'Emmanuel Macron quand il arrive au pouvoir, c'était fermer Fessenheim et fermer 3 centrales par an jusqu'en 2030. Il est revenu là-dessus, évidemment, hein, suite à la guerre en Ukraine. C'est peut-être ce qui a sauvé la filière nucléaire française, mais on parlait hier du prix de l'électricité. Malgré ça, les Français payent très cher leur électricité, alors qu'ils pourraient la payer beaucoup moins cher. Mais bien sûr, on l'a vendu pendant des années à un prix très très amical aux Allemands, puisque eux, ils l'avaient fait. Ils avaient interrompu le programme nucléaire. Ils ont arrêté. Et ils ont même rouvert les centrales à charbon. Il faut voir le bordel, le bazar que ça a été. Bien, on a payé ça, on leur a donné de l'électricité. On a dit, le président Macron, on va tout fermer. Mais qu'est-ce qu'on a proposé à la place? Rien du tout. Où est le niveau de recherche? Vous parliez du général de Gaulle tout à l'heure. Oui, le général, lorsqu'il est arrivé, il a multiplié par 10 le budget de la recherche. Et on a trouvé. Et regardez, allez à Font-Romeu. Regardez déjà, je le cite souvent, mais lorsque vous voyez les fours solaires de Font-Romeu, vous savez que la France a hésité pendant un moment pour savoir si il ne fallait pas aller sur le solaire, puisque la décharge qui est déclenchée par ces fameux ces tours solaires. Alors là, c'est quoi le four solaire? Mais le four solaire, c'est-à-dire que le four solaire, il y a une force qui est emmagasinée, on n'a même pas besoin de soleil. La lumière du jour suffit, et le fait d'être de se réverbérer sur une, comment on appelle ça, une surface, une loupe, d'accord. Une loupe. Mais on a qu'un garage aussi. Électrique, très important.
On a Cadarache aussi pour l'énergie de demain avec le super réacteur. Là encore, on n'a pas beaucoup de déclarations du côté de l'Élysée qui a emmené quand même le leader indien visiter ça. Il y a une volonté de réindustrialiser, il y a quand même des mots, mais il y a un problème en France qu'on doit aborder, c'est celui des impôts aussi. Et on se rend compte que là, beaucoup d'entreprises, de chefs d'entreprise critiquent la politique du gouvernement, qui voulait même attaquer les auto-entrepreneurs pour qu'ils payent davantage de TVA. Comment on s'en sort de cette dette aussi à 3 400 milliards d'euros ? D'abord, excusez-moi pour le petit passage que j'ai eu, parce que il y a qu'un petit moment que je ne suis plus sur aucun média, et je vous remercie de m'y avoir invité. Donc j'ai perdu des éléments de langage. Mais ce que je voulais dire par rapport à cette dette, c'est que aujourd'hui, personnellement, je ne vois pas comment on peut rembourser sans produire quoi que ce soit. C'est la raison pour laquelle il faut de toute urgence relancer le budget de la recherche, et dans la recherche trouver une nouvelle énergie, ou alors se remettre sur l'énergie nucléaire, mais produire de nouveau. Arrêter l'hémorragie sur ce plan-là. Ensuite, bien entendu, les agriculteurs, puisque vous me parliez du centre d'agriculteurs, ne demandent qu'à travailler. Mais il y a cette espèce de, je devrais dire, de contrainte permanente qui s'est abattue sur eux avec le New Deal, et tout est interdit. C'est impossible. Mais ils se rendent compte maintenant qu'ils ne trouvent plus non plus de jeunes formés pour reprendre éventuellement leurs exploitations, si c'était possible. C'est-à-dire que s'ils trouvaient les moyens financiers de faire qu'on puisse remoderniser l'exploitation, pour qu'un fils ou que quelqu'un le reprenne, il n'y a personne qui est formé. Au moins, on avait des lycées agricoles et qui étaient très compétents, ils sont toujours, mais on ne leur apprend plus à travailler, non pas uniquement les matières, mais de travailler aussi sur un territoire, parce que l'agriculture, c'est aussi l'entretien du pays, qui était la première destination touristique du monde, la France, qu'on allait voir parce qu'elle était verte de partout et qu'elle était magnifique, justement, et qu'elle produit de tout. Sur l'agriculture, il y a le problème de l'installation des jeunes agriculteurs, de la reprise des exploitations. Ça reste une profession en crise. Depuis plus d'un an, il y a eu des alertes et nombreuses. Est-ce que c'est pas aussi un des effets secondaires de la politique agricole commune de l'Union européenne, d'avoir soutenu certains secteurs contre d'autres, d'avoir aussi favorisé des accords commerciaux transatlantiques, Mercosur, c'est le dernier en date, mais il y en a d'autres, qui ont défavorisé les agriculteurs français? Mais avant, ça a déjà été une tragédie européenne. C'est-à-dire qu'on a uni, mais d'une manière, on les a cimentés, d'une certaine manière. Des pays tout opposés, sans leur donner la capacité d'adaptation. Je pense notamment à la France et l'Allemagne. L'Allemagne avait tout intérêt à détruire l'agriculture française. Et ils avaient l'industrialisation. Mais ce qui s'est passé nous revient comme un boomerang aujourd'hui. Les Allemands, regardez le sort qu'ont réservé, je prends des exemples pour faire comprendre. Les Allemands ont réservé aux Grecs. Ils ont dû vendre le port du Pirée. Vous ne pensez pas qu'ils y étaient attachés? Ils ont tout vendu. Et aujourd'hui, donc, c'est une politique européenne. Et aujourd'hui, nous nous sommes tous mutuellement désarmés en écoutant je ne sais quoi et en faisant je ne sais quoi. Donc je crois qu'il est impératif que la France retrouve une voie, et vous parlez tout à l'heure de 2027, je crois, je l'avais déjà réclamé il y a 3 ans, j'avais fait quand même 1 250 000 voix, qu'il y ait un vrai débat sur l'avenir. C'est-à-dire, quels sont les moyens de vivre en France en 2030, en 2040, de quoi avons-nous besoin, comment doit fonctionner l'Europe pour qu'elle ne se tire pas une balle dans le pied
24 heures fois par jour. Comme elle le fait actuellement. On va marquer une courte pause et on va essayer de répondre à ces questions sur l'avenir justement et l'avenir aussi de l'Union européenne pour rendre un peu d'air et de bonheur aux Français. À tout de suite sur Sud Radio. Poulain sans réserve, l'invité. Avec nous aujourd'hui, Jean Lassalle, pour répondre à toutes ces questions sur l'agriculture, l'industrie, l'avenir de la France et de l'Europe. On en parlait avant la pause. Vous parlez du futur. Comment vous voyez, vous, le futur de l'Union européenne aujourd'hui, alors que, elle diverge complètement sur les positions de l'allié de toujours, les États-Unis? Il faut reconstruire un État en France. D'abord la France. Oui, la France, oui. Un État d'abord, qui sache où il est. Le nôtre est tiraillé par les problèmes internes, par l'Europe, par les États-Unis, par tout le monde, etc. Il n'y a plus d'État. Deuxièmement, le budget de la recherche, c'est très important. Et ensuite, il faut, puisqu'on parlait agriculture sur ce plan-là, déjà décider que nous avons la ferme volonté de redevenir cet État numéro 1 de la production agricole et d'une production de qualité. Qu'on arrête ce verbiage qui ne sert à rien. Nous avons les moyens, nous avons la superficie qu'il faut, un pays où tout pousse, un pays où tout se transforme, et nous pouvons parfaitement y arriver. Et puis, dans le même temps, il faut réfléchir à une nouvelle organisation européenne. Oui. Celle que nous avons ne fonctionne pas. L'Union européenne, c'est fini. De toute façon, ça ne sert plus à rien de souhaiter qu'elle arrête, elle va s'arrêter toute seule. Donc qu'est-ce qu'on fait après? Le général de Gaulle, encore lui, avait parlé de l'Europe des nations. Comment cela peut-il fonctionner pour que, effectivement, ce faisant, on évite de nouveau des risques de guerre pour demain? Il y a des solutions, mais il faut les mettre sur la table et il faut débattre dessus, de façon à ce que chaque pays puisse retrouver sa spécificité, puisse retrouver sa force et puisse retrouver sa capacité à agir et à se développer sans gêner l'autre, mais en l'accompagnant. Mais là, aujourd'hui, et ça, c'est tout le contraire. Aujourd'hui, c'est tout le contraire, oui. On a l'impression que les uns et les autres doivent s'annuler, que l'électricité française qui pourrait être moins chère rentre dans le marché de l'énergie européen et ça augmente les prix pour les Français. On parlait de l'industrie automobile qui se tire une balle dans le pied avec les normes et c'est finalement les voitures électriques chinoises qui arrivent sur le marché. Les accords, comment sortir aussi une industrie, une agriculture française qui va bien, quand on a une accumulation d'accords commerciaux internationaux qui favorisent l'entrée de produits agricoles qui viennent de l'autre bout du monde, parfois avec des normes qui ne sont pas les nôtres, et des agriculteurs français qui peinent à vendre leurs produits. Il faut préparer un président qui, en 2027, dise « La France quitte ses accords », les dénonce et les quitte. Ils ne sont pas adaptés. D'abord, ils ont été imposés à la France par une dictature molle, une dictature technocratique. Le dernier référendum qu'il y a eu sur l'Union européenne avait été perdu à 54%. Nous nous sommes réunis, j'y étais, je n'ai pas voté la même chose que les autres, mais on s'est réunis au château de Versailles, en congrès, pour dire que les Français avaient eu tort et que nous avions raison. Comment se sont faits les accords du Mercosur? On a toujours dit que la France n'y était pour rien. C'était l'Union européenne. Toujours. Ouais. Et alors maintenant, comment on fait pour dire à l'Union européenne de faire marche arrière, puisqu'elle dit d'avoir rien fait? Donc tout ça, il faut dire, ça ne concerne pas la France. C'est arrivé sans que les Français ne le veuillent et sans qu'ils soient au courant. Donc je n'en veux pas. Déjà commencer par déblayer. Alors, se posera la question qui s'était posée à l'époque, mais si vous faites ça, avec qui allez-vous travailler? Eh bien, avec tous les autres. Nous allons travailler déjà avec ceux qui veulent nous suivre, et nous allons travailler, le monde est grand, avec ceux qui vont sentir à nouveau un souffle de liberté, un souffle de libre entreprise, une force de libération des consciences, si j'ose dire, et de redécouverte de sa culture, de sa civilisation. Eh bien, beaucoup d'autres pays vont se réunir autour de nous.
pour sortir de cette tyrannie qui s'impose à la France et qui s'impose aux autres pays. Ouais, mais pour sortir des traités, c'est compliqué. C'est-à-dire que là, il faut un référendum, déjà, peut-être demander aux Français s'ils sont d'accord pour sortir des traités. Comment vous envisagez les choses? Dans l'état actuel des choses, c'est impossible. Mais pensez-vous que si la question est posée immédiatement après l'élection du président, que le même peuple qui, ayant vécu les dernières années de descente aux enfers, va désavouer le président qu'il vient d'élire. Si le président dit non, c'est arrêté, c'est pas bon pour la France, et je vous demande de descendre dans la rue pour me soutenir. Vous allez descendre dans la rue, on ne l'a pas fait depuis longtemps, mais vous allez le faire d'une manière positive. Et nous allons montrer notre détermination à l'Europe et au monde entier. Il faut y mettre fin. Et je travaille avec le gouvernement pour préparer de nouveau les nouvelles fondations de l'État, puisque l'État se fait la guerre à lui-même. Regardez le tribunal administratif de Toulouse, qui met par terre tout ce que l'État a fait de l'autre côté, on ne peut plus continuer comme ça, sur des opérations aussi importantes, avec l'argent que ça impose. Toute cette partie de France qui va être aujourd'hui bloquée, parce qu'elle ne va pas pouvoir continuer à vivre comme le reste. Quand on a tout, on ne se rend pas compte. Donc, et puis, je travaille aussi avec d'autres États à la préparation d'une nouvelle organisation des pays de l'Europe. L'Europe des nations, pour pouvoir apporter à nouveau un vrai partenaire et aux États-Unis, et à la Russie, et à la Chine. Oui, parce qu'aujourd'hui, clairement, la France est tenue par l'Union européenne. Et prenons la question ukrainienne, par exemple, où on voit les États-Unis, avec l'élection de Donald Trump, qui changent totalement et qui veulent une paix rapide. Les Européens ne sont pas du tout sur cette ligne et veulent au contraire récupérer le dossier ukrainien, continuer la guerre pour avoir des accords davantage en faveur des Ukrainiens. Et pourtant, on apprend que les Américains vont récupérer les terres rares en Ukraine et les Européens, eux, n'ont rien prévu, encore une fois. On a l'impression qu'on improvise. Ça devait arriver un jour ou l'autre. On savait tous que les Américains étaient 10 fois ou 15 fois plus puissants que nous. Bon, ils ont décidé de mettre un cow-boy à leur tête. Mais le cow-boy, il fonctionne comme les cow-boys. C'est des deals. C'est-à-dire, on ne sait même plus passer un deal et le tenir. Au contraire, vous avez le gentil président Macron qui va aux États-Unis. Ouais, c'était lundi. Et M. Trump le reçoit et lui dit « Ah, j'ai vu que vous aviez parlé à votre presse qui vous suivait et vous lui avez raconté ce que nous nous étions déjà dit alors que nous n'avons même pas commencé à nous parler. » Bon, mais c'est très bien, je prends acte. Eh bien, comme il n'y avait pas de deal, comme il n'y avait rien du tout, je l'ai dit tout à l'heure, Macron n'avait pas encore eu le temps d'arriver à Paris, qu'il nous mettait 25% de douane. Bien, si vous continuez de cette manière-là, vous ne pouvez pas y arriver. Et si vous ne comprenez pas qu'avec les puissants, il faut traiter sur un plan d'égalité et trouver des points d'accord, moi, je vais t'autoriser ça, mais tu m'autorises ça. Et nous travaillons ensemble, parce que c'est notre intérêt. Tu sais ce que donnent les bains de sang, tu sais que nous avons la capacité à nous foudroyer mutuellement. Eh bien, je pense que tout ce qui a fait l'équilibre de la dissuasion peut de nouveau retrouver du sens. Au lieu de ça, il n'y en a plus aucun, et aucun en vue. Donc, moi, j'espère qu'en 2027, nous allons préparer l'homme, la femme, qui va tenir ce discours à la France, qui attend ce discours. La France, je l'ai vu hier, hein. Elle a peur pour l'agriculture, mais elle a peur pour son propre avenir. Elle sent qu'elle est en train de se liquéfier et que comme tout liquide, elle part, elle s'évapore, elle est dissoute dans le sol. Et elle ne veut pas. Il y a trop de siècles d'histoire. Elle ne veut pas, mais quand on voit le cas roumain, on en parlait avant que vous arriviez, où un candidat, justement, qui voulait redonner la souveraineté au peuple roumain, qui est très critique vis-à-vis de l'OTAN, très critique vis-à-vis de l'Union européenne, Călin Georgescu, il est arrivé en tête du premier tour annulé par la Cour suprême. Là, il est arrêté hier par le parquet général qui le charge de différentes menaces en disant, voilà, vous avez été dangereux pour la démocratie. En gros, un candidat
candidat comme ça, est-ce qu'il aurait les capacités de faire campagne ou est-ce qu'on aurait la situation en France comme en Roumanie de l'interdire en disant ah non, ça ne va pas du tout dans le cadre de ce qu'on attend d'un pays membre de l'Union européenne? Non, mais la question qu'il faut surtout se poser, c'est que ce qui arrive à la malheureuse Roumanie et qui est dramatique, est-ce que ça ne peut pas nous arriver à nous en France? C'est la question que je vous pose. Parce que d'un côté, nous n'avons pas de mots assez longs et assez beaux pour décrire l'intelligence artificielle, les progrès immenses que ça ouvre, la modernité, et de notre côté, décréter qu'un candidat n'a pas pu participer, alors qu'il était très largement en tête, au motif qu'il aurait été, il aurait eu un lavage de cerveau, je ne sais de quelle manière. Enfin, il était ingérence russe, c'est toujours la même chose, il aurait été candidat des Russes, voilà. Voilà, mais à ce moment-là, on trouvera toujours un candidat qui sera sous l'influence de quelqu'un, et on ne voit pas, on n'a pas vu encore que Macron était sous l'influence de Rothschild depuis 7 ans. On n'a pas compris. Il est passé par la banque d'affaires, après on a vu effectivement ce qu'il a pu faire avec Alstom, etc. Mais c'est effectivement, il y a la bonne ingérence et la mauvaise ingérence. On va marquer une courte pause et se retrouver dans un instant. En tout cas, c'est passionnant. Avec Jean Lassalle. Merci. Si vous souhaitez poser vos questions, réagir, 0800 26 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sans réserve, l'invité. Et pour cette dernière heure, on se retrouve avec Jean Lassalle, notre invité, ancien député, président de Résistons, pour parler de l'état de la France liquéfié, comme vous dites, et horrifié de voir que tout part. Mais pourquoi finalement avoir choisi François Bayrou pour ce dernier gouvernement? Vous en parliez tout à l'heure. Vous connaissez bien François Bayrou. Est-ce que vous pensez qu'il a les épaules pour cette position et pour changer les choses, ou est-ce qu'il gère, comme les autres avant lui, ce déclin français? Je pense que si on a fait appel à François Bayrou, c'est que décidément, il ne restait vraiment plus personne d'autre. Alors j'ai fait j'ai longtemps cheminé aux côtés de François Bayrou. Il y a longtemps aussi que nous nous sommes quittés parce que je m'étais rendu compte que ce qu'il disait et la réalité n'étaient pas du tout la même. Et il ne peut pas représenter une forme de solution parce qu'il a été à l'origine de la mise en place de Macron. Et il l'a aidé à se faire élire. Il s'est contenté d'un titre de haut commissaire, puis très haut commissaire, puis très très haut commissaire. Ça lui suffisait largement à la recherche. Eh bien, et maintenant, il fait ce qu'il peut. Et il ne peut pas bien grand-chose. Donc je pense qu'il faut tourner la page là-dessus. De toute façon, les socialistes s'en occuperont. Mediapart, qui tire l'affaire Betaram, à l'affaire Betaram, on en sortira une autre derrière. Pendant ce temps, Trump et Poutine avancent. Et c'est l'éternel problème. Et nos agriculteurs, effectivement, ils sont sans solution. Et ne voit-on pas que c'est la toute dernière génération qui nous reste? On a dit à l'époque, c'est impossible que la France perde sa condition ouvrière. Nous l'avons perdue. Où sont les 25 000 hommes de Flins qui se mettaient en grève et qui faisaient quelque chose? Où sont les millions de paysans que l'on était encore capable de mobiliser à la fin des années 90? Il y en a 200 000, et là, sur ces 200 000, vous en avez 100 000 qui peuvent encore faire de l'agriculture. Le reste, c'est une agriculture qui s'est développée, un petit peu de cheval, quelques lamas, un petit peu de... voyez, mais l'agriculture qui prend soin du sol, du terrain, du territoire, qui a la capacité à semer, existe, à cultiver, il y a encore, à faire pousser. On sera demain au Salon de l'Agriculture, justement, avec des jeunes agriculteurs qui vont nous raconter leurs expériences avec Sud Radio. On se retrouvera demain là-bas. Vous allez être bien reçus. J'espère bien, c'est important. Mais là, vous dites que, pour revenir à l'épisode François Bayrou, que c'est la fin d'un système, en fait. Vous pensez que là, on arrivera à une nouvelle dissolution, peut-être, cette année? Moi, je pense qu'elle est déjà inscrite dans les faits, puisque elle a été souhaitée par l'ensemble de ce qui tient lieu
de représentation politique aujourd'hui, sur tous les plans et dans toutes les directions. Et en plus, je crois qu'ils vont dire, il y en a un ou autre qui va dire, on a le bouton, on appuie, on arrête. Et c'est prévu pour le mois de juillet, ils vont peut-être le laisser aller jusqu'au mois de juillet. Et puis, parce qu'on ne pouvait pas avant, c'est la Constitution. Et avant, et là, c'est là aussi que Macron va devoir jouer juste, parce que à ce moment-là, lui qui était protégé par la Constitution, qui est quand même une Constitution drôlement bien faite et qui permet, lorsqu'on l'utilise bien, à la fois un président fort et un parlementarisme très développé et puissant, et qui n'a plus ni l'un ni l'autre, bien, cette France va vouloir savoir où on en sort. Et il n'est pas impossible que Macron soit poussé malgré lui. Malgré lui. Il pourra dire « je ne veux pas, je ne veux pas ». Alors il pense que le danger du monde... Vous dites que vous pensez que Macron peut ne pas finir son second mandat, c'est ça? Jusqu'à maintenant, je pensais qu'il était à l'abri par la force de la 5e République, par la Constitution. Mais aujourd'hui, devant l'état de péril sur lequel il pense s'appuyer, mais qui ne fonctionne pas, puisque nous l'avons déjà vu, il va avoir le dernier grand patron élu, un vrai patron là, et le patron le dément pendant qu'il est encore dans l'avion. Donc, est-ce que les Français vont supporter d'être à ce point subordonnés aux Américains et aux Russes comme ils le sont aujourd'hui? Rien n'est moins sûr que ça. Alors, on n'est pas subordonné aux Russes, puisque toute la rhétorique aujourd'hui, c'est justement de continuer à faire la guerre à la Russie en Ukraine, alors que les États-Unis, eux, vont reprendre des relations commerciales. Oui, mais ça, c'est le discours officiel. Mais seulement, pour l'instant, les Russes continuent à ne pas vendre du gaz aux Allemands, qui sont obligés de ramper dans les rangs. Or, quand vous avez la grande Allemagne qui rampe, et la France, qui est déjà boiteuse, on n'allait pas très loin. C'est bien tout le problème actuellement. Donc là, crise institutionnelle en vue, alors, pour vous? Alors, ça peut être une crise institutionnelle. Ça peut être peut-être aussi une expression, mais ce serait certainement la dernière, du peuple de notre pays, qui a su se montrer inspiré chaque fois qu'on le lui a demandé, et qu'on a arrêté de lui raconter des sornettes, et qui décide franchement d'une élection et de donner une orientation au pays. À ce moment-là, eh bien, peut-être que le président Macron pourra finir, s'il se soumet à un mandat clair et précis. Et que là c'est compliqué, puisque c'est 2 ans qui restent, et avec lui c'est l'ambiguïté stratégique tous les jours. Oui, c'est le flou permanent avec Macron. Nous venons de voir que jusqu'à maintenant ça lui réussissait. Or maintenant c'est, comment je dirais, la machine infernale qui se retourne contre lui. Quoi qu'il entreprenne depuis les Jeux Olympiques, tout se retourne contre lui. Il le prend dans la figure. Alors, au plan national, mais... Et international. C'est vrai que ce soit avec les Américains, dont nous avons beaucoup parlé, que ce soit avec l'Union européenne. Avec l'Union européenne, il n'a pas cessé de dire jamais Mercosur, jamais Mercosur. Qu'est-ce qu'elle fait, la dame? Ursula von der Leyen va signer le Mercosur. Elle signe, malgré lui. On dit la Russie, il faut faire capituler les Russes. Les Russes font capituler les Allemands et on est obligé de s'écraser. Donc tout lui retombe sur le nez. Donc les Français vont avoir au mois de juillet là une capacité à répondre par des élections législatives. Si, il y en a, parce qu'il n'y a pas forcément la dissolution n'est pas écrite. Bon, mais s'il n'y a pas de dissolution, je pense qu'on va revenir à la première idée que j'ai évoquée, c'est-à-dire effectivement une crise de régime. Et des millions de Français dans les rues. Alors, est-ce que d'ici là, le président ne peut pas retrouver du bon sens et dire, bon, on arrête la récréation. J'ai trouvé un accord de gouvernement avec le président allemand, avec le chancelier allemand, avec le premier ministre anglais, avec
C'est ce des qu'il grands essaie de pays faire actuellement, d'Europe. on peut dire, en disant on va se séparer des États-Unis sur l'OTAN, on va créer une défense européenne, on va créer un moyen aussi d'être indépendant d'une certaine façon en européen. C'est pas ce qu'il essaie de faire. On va déjà mettre toutes nos forces, y compris financières, et on dit qu'on manque d'argent, mais on en trouve toujours ce qu'on veut, pour essayer d'apparaître au moins présent. Et à partir de ce moment-là, il faut reprendre à zéro un dialogue qui n'est plus un dialogue, mais qui sont des diktats imposés. Et si il faut continuer à composer avec M. Trump, il faut savoir qu'il a la culture du deal, mais que le deal, c'est qu'il faut avoir des scénarios qui sont prêts et qu'on peut proposer. Aujourd'hui, on ne peut ni l'un ni l'autre. Ouais. Donc je crois qu'il faut retrouver nos amis, puisque c'est nos amis européens, et c'est de l'Europe dont il s'agit. Et s'ils ne veulent pas, il faut qu'ils commencent par montrer le chemin. Eh bien, je dénonce le New Deal. Il détruit la France. Je ne peux pas passer un jour de plus à voir l'agriculture de notre pays, alors que les agriculteurs se battent merveilleusement. Depuis des années, oui. Ils sont là, tous les jours. Qu'ils ont un salon d'agriculture exceptionnel. Nous avons la plus grande ferme d'Europe à Paris, et ça, il y a beaucoup de raisons. On a tenu des propos très pessimistes. Soyons un peu optimistes pour finir. Oui. C'est magnifique de voir ce salon. Et c'est magnifique de voir ces hommes, ces femmes, de voir tout ce peuple uni, mais qui ne parle pas que d'agriculture, qui connaît tout le reste, et qui connaît son rôle, et qui demande: redonnez-nous l'oxygène et les moyens dont nous avons besoin. Eh bien, merci Jean Lassalle. Ce sera le mot de la fin pour ce salon de l'agriculture, où on se retrouve d'ailleurs demain dans le studio de Sud Radio sur le salon pour parler agriculture. Merci beaucoup. Dans un instant, vous retrouvez Brigitte Lahaye qui va parler des fractures, des entorses, des limbagos, ce que nous dit le corps dans les actes manqués, à peu près l'état de la France, on va dire. Allez, à tout de suite sur Sud Radio. Vous êtes un homme exceptionnel. Vous aussi, merci. Merci, vive Sud Radio.